Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Comme convenu, nous allons commencer, j'allais dire, à rentrer dans les détails sur tout ce qui va concerner la gestion de patrimoine. Je vais vous parler vraiment, en fait, comme ça s'appelle, une grosse problématique qui me tient à cœur, qui est en fait tout simplement, j'allais dire, monstrueuse quelque part, mais pour lequel, bien sûr, nous avons les solutions. Je vais vous parler de l'assurance vie. L'assurance vie, a priori, produit très simple. On place de l'argent sur un contrat et ça ira aux ayants droit sans droit de succession. Alors c'est pas mal parce que ça veut dire que malgré les efforts des pouvoirs publics, malgré le déficit supérieur à 2300 milliards d'euros, on a quand même des pouvoirs publics qui vont permettre, sur 1700 milliards d'euros, d'économiser les droits de succession, sachant qu'en moyenne, les droits sont à 30%. Donc on a quand même, j'allais dire, moi je trouve des pouvoirs publics super sympas depuis des décennies qui vont permettre à ce que 510 milliards d'euros échappent aux caisses de l'État. Je trouve ça quand même assez sympathique quand on voit en fait la situation. Ou alors, c'est qu'on ne nous a pas tout dit. Et encore une fois, vous allez voir que plus que le mensonge, ce qui est embêtant, c'est le péché par omission. Alors on va prendre un exemple. Ne retenez pas les montants parce que c'est pour donner un exemple, mais on va dire voilà, moi j'ai un monsieur, j'ai une dame, qui ont placé 100 000 euros en assurance vie pendant toute leur vie. Alors déjà, on va supposer qu'ils ont placé en fonction de l'origine des fonds propres, s'ils sont mariés en communauté, si monsieur met 10, madame met 10 sur l'assurance vie. Même s'il y a des différences d'âge et tout, on regarde toujours l'origine de propriété. Il y a deux articles de jurisprudence dans ce cas-là, arrêt Praslika et arrêt Baquet, qui requalifient les contrats si l'un a pris plus que l'autre sur des fonds qui ne lui appartenaient pas. Admettons que ça ait été respecté. Et bien sûr, la clause bénéficiaire, on va faire la clause standard, qui est celle qu'on coche, c'est beaucoup plus facile, on prend sur le contrat une case, on la coche et puis on est tranquille. On va la regarder cette clause, parce que la clause c'est bénéficiaire le conjoint, à défaut les enfants. Eh bien déjà on va faire un peu de français, ça fait du bien de temps en temps. Donc tout simplement pour dire que à défaut ne veut pas dire ensuite. Quand je donne à défaut quelque chose, c'est-à-dire si je donne à monsieur, ok, il est là, il le prend, mais si je voulais le donner à monsieur mais qu'il n'est plus là, à défaut il faudra que je le verse à quelqu'un, mais je le verserai aux enfants. Donc là ça complique sérieusement la chose, parce que admettons que monsieur décède à 83 ans, madame ayant 80 ans, ça veut dire qu'elle décède et madame va récupérer 100 000 euros. Alors parfait, parce que madame va récupérer 100 000 euros sans droit de succession. Ben franchement, ça valait le coup de payer des droits d'entrée sur l'assurance vie, puisqu'on sait qu'entre conjoints, il n'y a pas de droit de succession. Donc payer 4 ou 5% de droits d'entrée pour faire que le conjoint ne paiera pas de droits alors qu'il n'avait pas de droit à payer, c'est réellement, à mon sens, en fait, de subtilité profonde. Parce que madame ayant reçu 100 000, il faut rappeler qu'après 70 ans, on limite les possibilités de faire l'assurance vie, tous bénéficiaires confondus, à 30 000 euros. Donc on va dire que monsieur décède, madame récupère 100 000, qui rentre dans son actif successoral. Eh bien au décès de madame, les enfants paieront minimum, si on veut prendre que la tranche la plus basse, 20%, donc 20 000 euros de droit de succession. Si on est en moyenne 30%, 30 000 euros. Donc on a fait un contrat d'assurance vie qui permet à madame de récupérer des fonds sur lesquels elle ne paye pas de droit de succession pour laisser les enfants payer minimum 20% de droits. Pour moi, c'est catastrophique et c'est surtout, en fait, ça démontre que vous n'avez pas en face de vous un vrai conseiller en gestion de patrimoine. On pourrait dire dans ce cas-là, monsieur va mettre bénéficiaire les enfants. Moi, je déconseille vivement, pour une raison simple, c'est qu'on ne sait pas si madame n'aura pas besoin de liquidité pour sa maison de retraite, ou pour faire des croisières, que sais-je, mais si elle n'aura pas besoin de ces fonds-là. Alors, ce qui est amusant, d'ailleurs, une petite information en droit français, c'est que si monsieur et madame sont dans un avion, si l'avion explose en plein vol, il est interdit de décéder ensemble. Le droit français vous l'interdit. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est, en fait, comme ça s'appelle, impossible de régler une succession si on ne détermine pas qui, entre monsieur et madame, est décédé le premier. Donc dans ces cas-là, on prend en fait la règle majoritaire qui est de dire que, comme ce sont en fait souvent les hommes qui décèdent en premier, on fera dans le doute décéder toujours monsieur en premier. Ce qui permettra bien sûr de régler les successions. Alors dans mon cas, que fait-on pour que ça devienne sympathique l'assurance vie? Et surtout pour qu'on réponde à l'objet pour lequel on a placé l'argent en assurance vie.
Eh bien, moi, j'ai travaillé sur deux articles du Code civil, 587 et 790. Ça, c'est pour vos longues soirées d'hiver, pour regarder ces articles du Code civil. Mais en fait, ça dit quoi? Ça dit que si monsieur décède, madame va récupérer le quasi-usufruit du contrat. Le quasi-usufruit, ça veut dire qu'elle va être autorisée à prendre le capital et faire ce qu'elle veut avec. Strictement ce qu'elle veut avec. Le jour où madame décède, donc monsieur étant décédé, le jour où madame décède, eh bien les fonds, si les fonds sont toujours là, ils n'ont pas été dépensés, reviendront aux enfants dans le cadre d'origine de la souscription. On gommera 20 ou 30 000 euros de dons de succession. Si jamais madame a consommé ces fonds-là, eh bien, les fonds qui ont été consommés viendront au passif de sa succession. Admettons, il reste la moitié de la maison, la moitié de la résidence principale pour 180 000 euros. Eh bien, les enfants ne paieront des droits de succession que sur 180 moins 100, ils ne paieront que sur 80 000 euros. Alors là, c'est sympathique, parce que d'une manière juridique, c'est comme, quel que soit son régime matrimonial, c'est comme si on avait pris une épargne, on l'avait mis en communauté universelle avec dénouement au dernier vivant. Ça veut dire qu'il y a entre 95 et 100% des contrats qui ne servent strictement à rien, puisqu'ils ont la clause bénéficiaire de conjoint à défaut des enfants. Donc notre travail, c'est de regarder vos contrats. Si vous avez plus de 70 ans, on vous facturera un démembrement de clause bénéficiaire, un changement de clause bénéficiaire. Si vous avez moins de 70 ans, on en profitera pour regarder, ça sera un deuxième volet, c'est comment est géré votre contrat d'assurance vie. Et là, on vous proposera certaines choses. C'est essentiel. Je vais reprendre le même exemple parce que nous avons de plus en plus de familles recomposées. Et je vais prendre l'exemple d'un monsieur, une dame, donc famille recomposée. Monsieur a mis 300 000 euros d'assurance vie, madame a 0, et monsieur a un enfant d'après-midi. Et dans son esprit, c'est de dire, bien sûr, ce que je veux, c'est que mon épouse récupère les fonds, et bien sûr, au décès de mon épouse, mon fils unique récupère tout. Le problème, et ce sont bien sûr des dossiers que j'ai eu à traiter, le problème, c'est que si on a bénéficiaire le conjoint, à défaut les enfants, on a deux problèmes. Le premier, c'est de dire que monsieur décédant, madame récupère 300 000 euros. Alors, sans droit de succession, si le contrat a été fait avant 70 ans, donc sans droit de succession, quel que soit, en fait, comme ça s'appelle, le régime matrimonial, ou même s'ils ne sont pas mariés, puisqu'on peut choisir qui on veut. Il y aurait d'autres dossiers juridiques à regarder, notamment, en fait, la quotité disponible, mais restons sur ce postulat-là. Ça veut dire que madame, elle a deux options. Soit, à son décès, elle remet l'enfant de monsieur bénéficiaire, mais si elle a reçu les fonds après plus de 70 ans, le lien de famille entre le fils de monsieur et madame, c'est 60% de droit. Le fils paiera 180 000 euros de droit de succession. Deuxième hypothèse aussi, c'est qu'elle mette bénéficiaire quelqu'un qui soit pas le fils de monsieur. Donc on ne rigole pas avec l'assurance vie, et il ne suffit pas de remplir un contrat et de mettre bénéficiaire le conjoint à défaut les enfants. Il est clair que dans les années à venir, comme il semblerait que les pouvoirs publics aient besoin de fortes liquidités, il y ait des problèmes liés à tout ça. Donc il vaut mieux anticiper et faire réellement ce qu'il faut faire juridiquement sur les contrats d'assurance vie. Un autre point qui pourrait être un point de détail, quand vous souscrivez un contrat d'assurance vie, vous avez deux possibilités. Soit vous souscrivez un contrat sur 8 ans renouvelable, soit à durée viagère. On pourrait dire, c'est la même chose. Si vous placez sur 8 ans, durée de vie de 1 à 8, 8 à 16, 16 à 24, etc. On garde toujours l'antériorité fiscale du contrat, donc ça ne change rien. Par contre, durée viagère, donc on peut dire c'est la même chose. C'est la même chose pour les béotiens, parce que quand on regarde ce qu'est l'assurance vie est régie déjà par le code des assurances. Et à chaque fois que vous souscrivez une assurance, pour qu'il y ait un avantage, ou en tout cas une récupération de fonds, il faut qu'il y ait un aléa. Vous assurez votre voiture, vous ne serez remboursé qu'en cas d'accident. Vous prenez une mutuelle, vous ne serez remboursé qu'en cas de maladie. Donc, pour qu'on ait droit à un avantage fiscal, il faut qu'il y ait un aléa, un avantage en tout cas financier. Ça veut dire que si je décède entre 1 et 8 ans, je serai décédé avant le terme du contrat, puisqu'il est renouvelé. Si je décède entre 8 et 16, etc., etc. Donc j'aurai toujours un aléa. Le seul intérêt pour les pouvoirs publics
d'avoir envisagé la durée viagère, et on trouve de plus en plus de contrats sur les durées viagères, c'est quelque chose de monstrueux, parce que ça veut dire que pour avoir l'avantage, qui est l'absence de droit de succession, c'est ce que permet le Code des assurances, c'est d'avoir l'absence de droit de succession, il faudrait que je décède entre le jour de souscription de mon contrat et le jour de mon décès. Et là, ça devient franchement compliqué. Décéder avant son décès, ça veut dire que sinon, il n'y aura pas eu d'aléa, puisque vous avez signé un contrat entre le jour de souscription et votre décès. Il est où l'aléa? Il n'existera pas. Donc, c'est une des manières dont nous abordons l'assurance vie, mais elle est très très sérieuse. Dans ce cas-là, ne faites pas d'assurance vie, ça ne sert à rien. C'est tout simplement d'abord d'avoir une stricte et bonne définition des clauses bénéficiaires et de compréhension de l'origine des fonds. Je vous garantis que quand on fait ça, on n'a pas besoin de faire des choses très sophistiquées et très, on va dire, comme ça s'appelle, exotiques, pour arriver à faire que sa succession ne coûte pas cher. Donc voilà ce que nous faisons. Alors bien sûr, comme vous l'aurez compris, sur la souscription de contrats nouveaux, et on vous montrera en quoi se distingue en fait, comme ça s'appelle, notre gestion. Vous allez voir que c'est assez hallucinant, mais elle se distingue par ça et elle est vérifiable, c'est évident. Et le deuxième point, c'est de dire qu'on peut aussi, et bien sûr on intègre dans ces cas-là en fait la bonne définition de clause bénéficiaire d'un point de vue juridique. Et le deuxième point, c'est-à-dire que si les contrats existent déjà, encore une fois, s'ils ont plus de 70 ans, on n'y touchera pas parce qu'on ne pourra pas rien faire, mais on modifiera la clause bénéficiaire. Et là, on travaillera en honoraire. Par contre, on se permettra pour les contrats pour lesquels vous avez moins de 70 ans, d'aller jeter un œil pour dire est-ce que ça a été bien géré ou pas. Et on vous fera des propositions. Donc voilà le premier G, c'est la première intervention qu'on fait sur un point précis, c'est tout simplement les clauses bénéficiaires. La presse régionale, Sud-Ouest pour les nommer, on fait plusieurs articles en fait, sur, j'allais dire, ce que je proposais à mes clients et avait fait un article justement de presse sur lequel ils expliquaient en fait le risque de l'assurance vie. Eh bien voilà pour cette première information et puis ben, j'aurai le plaisir à vous retrouver prochainement. On parlera de l'assurance vie mais plutôt sur l'aspect gestion. Vous allez voir qu'il y a tout autant de choses à dire que ce que nous avons vu là. Eh bien je vous dis donc à très bientôt.